Merci, merci. Donc moi, je vais vous présenter ma vision, en tout cas, en tant que service de l'État agissant pour la planification en Méditerranée, de la multi-activité telle qu'on peut l'apercevoir en tant que pouvoir public dans les eaux marines et notamment dans les eaux territoriales françaises. Et donc pour ce faire, diapo suivante s'il vous plaît, je vais commencer par une définition de la multi-activité qui, à mon sens, n'est pas tout à fait la même que celle que nos collègues italiens ont pu exposer, puisqu'à mon sens, la multi-activité, c'est lorsque au moins deux activités s'exercent en même temps sur un seul et même espace maritime et non nécessairement dans des espaces maritimes proches. Dire que je pense qu'il y a un aspect bien particulier de la multi-activité à traiter lorsqu'on s'attache vraiment à une seule et même emprise et non à un plan plus large du plan d'eau, des eaux territoriales dans leur valeur plus globale. Donc des deux activités qui s'exercent en même temps sur un seul et même espace maritime, dans des modalités et des règles qui, à mon sens, leur assurent une coexistence stable et pérenne, c'est-à-dire qu'on a multi-activités à partir du moment où une activité ne prend pas le pas sur l'autre ou ne s'exerce pas au profit de l'autre, où on assure la sécurité du déroulement de l'une activité comme de l'autre, mais aussi la sécurité des autres sur le plan d'eau ou sur le plan d'eau environnant. Et ensuite, lorsqu'on a la durabilité environnementale, c'est-à-dire que non seulement les activités prises individuellement n'impactent pas l'environnement, mais on a également des impacts cumulés des activités qui n'affectent pas l'environnement. Donc ça suppose qu'on soit capable à la fois de diagnostiquer les impacts de chaque activité, mais surtout d'anticiper, de modéliser et de prendre en compte des impacts cumulés. Sur la diapo suivante, je pense que ces règles, en fait, qui sont réellement définies dans la définition de la multi-activité, elles sont en fait celles qui rendent la multi-activité difficile. Alors pourquoi? Parce que quand on parle de coexistence et de sécurité, c'est qu'historiquement, dans le droit international, mais bien évidemment dans sa déclinaison française, les eaux marines, les étangs, les laits et relais de la mer sont traditionnellement perçus comme des espaces de liberté qui peuvent être dédiés à l'exploitation pour le bien public des ressources marines. Donc c'est pour ça qu'en France, la multi-activité, elle se déroule dans ce qu'on appelle le domaine public maritime. Et c'est cette notion-là qui, par les concepts même qu'elle contient, rend la multi-activité difficile. Donc pourquoi? Parce que ça veut dire que seule la notion de sécurité des biens et des personnes, elle peut amener à réguler ou à interdire des activités dans un espace ou dans une temporalité donnée. Donc la multi-activité, c'est normalement un droit d'usage à partir du moment où elle ne met pas en danger. Mais elle suppose aussi, et c'est ça qui est compliqué, qu'on soit capable de distinguer la responsabilité civile comme environnementale de l'une ou de l'autre activité qui s'exerce sur un plan d'eau. Quand on parle ensuite de domaine public maritime, c'est qu'un espace peut être consacré pour le développement d'une activité dès lors qu'elle profite à tous et non à un intérêt commercial privé. C'est-à-dire que l'État va avoir un droit de regard sur l'utilisation du domaine public et délivrera une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime qui ouvrira la voie, le cas échéant, à cette multi-activité à partir du moment où elle respecte les conditions de sécurité. La diapo suivante. Donc, troisième règle contenue dans la multi-activité, c'est le fait de ne pas avoir d'impact environnemental. Donc, en France en tout cas, mais je suppose que c'est le cas dans nos pays riverains, on a un renforcement réglementaire de la prise en compte des enjeux et des objectifs environnementaux lors de l'instruction des projets, qui se traduit en France par la transcription conjointe dans un seul et même document de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, et de la directive cadre planification de l'espace maritime. Donc, une autorisation temporaire du domaine public maritime n'est délivrée qu'une fois les impacts environnementaux évités,
réduit ou compensé. Donc, la multi-activité, elle suppose qu'on soit capable de quantifier les impacts cumulés de plusieurs activités sur un même espace et de distinguer, on parlait tout à l'heure de responsabilité civile, on va parler maintenant de responsabilité environnementale, donc la responsabilité environnementale d'une activité par rapport à l'autre en cas d'impact et de compensation nécessaire. C'est-à-dire que quand je veux porter un projet dans la loi française, si je crée un impact environnemental, je suis censée le compenser, donc définir des actions de compensation de la perte environnementale, voire avoir un fonds économique pour cette compensation. Si je mets deux activités qui vont coexister dans un temps donné sur un espace, comment je suis capable de définir et de gérer la réduction et la compensation des impacts des deux activités en même temps. Slide suivante. Donc, à partir de cette définition et des conditions de la multi-activité qu'on vient de poser, la question elle est de savoir si on est en capacité, finalement, aujourd'hui, en tout cas en France, de planifier et d'accompagner la multi-activité dans les projets. Donc, ces règles que j'ai citées tout à l'heure, bien public, sécurité environnementale, entre guillemets, elles supposent qu'on soit capable de trouver un équilibre entre la liberté d'activité, la sécurité de chacun et la préservation de l'environnement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la multi-activité, son accompagnement et les conditions de son déroulement, c'est une réelle responsabilité des pouvoirs publics. Et on verra tout à l'heure que les exercices de planification qui sont menés en tout cas par la France le font percevoir. Donc les pouvoirs publics, à ce sens, ils sont amenés progressivement à prioriser pour l'avenir le déroulement des activités maritimes et à imposer des règles de coexistence qui vont permettre progressivement de mettre en place dans les années à venir cette multi-activité sur un même espace maritime. Donc, c'est l'objet de ce qu'on appelle dans nos documents de planification des vocations et des prescriptions. Et ça n'est possible de le réaliser qu'en utilisant deux outils à la fois bien particuliers et complémentaires, la planification et la concertation avec l'ensemble des acteurs du littoral. Je vous laisse passer la slide suivante. Donc, les slides que je vais vous présenter sont des exemples en fait, de planification qui vous montrent comment, politiquement en tout cas, et en termes de pouvoir public, on prend en compte cette multi-activité et comment en fait, on envisage de l'accompagner dans les années à venir. Et puis, j'illustrerai dans un second temps mon propos avec l'éolien en mer. Ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est une planification locale très très fine. Donc vous voyez qu'on est à l'échelle vraiment d'une baie qui est issue d'un document de planification qu'on appelle les volets mer et littoral, donc interaction terre-mer et planification du plan d'eau presque contigu dans le golfe de Saint-Tropez. Donc vous voyez que les pouvoirs publics définissent des zones de superposition d'usage sans temporalité définie. Donc là, on est vraiment dans de la multi-activité pure et dure. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Et par conséquent, ces espaces-là ont des vocations maritimes d'une part, des vocations d'interface terre-mer d'autre part. Slide suivante. Ces vocations, elles s'accompagnent, donc, comme je vous l'expliquais, de prescriptions, c'est-à-dire que chacune de ces destinations d'espace sont affiliées à des règles et à des niveaux de compatibilité d'un espace vers l'autre. Par exemple, si mon document de planification des pouvoirs publics dit que j'ai une zone de prélèvement interdit, il considérera que j'ai un niveau de compatibilité très moyen, voire plus, avec les autres usages et que par conséquent, cette vocation-là de l'usage est prioritaire par rapport à tous les autres, baignade, loisirs nautiques et évidemment, je ne parle pas de la pêche. Sur la slide suivante, je vais vous présenter du coup la planification qu'on mène à l'échelle de la Méditerranée entière.
Donc cette carte-là, c'est la représentation cartographique de la multi-activité telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, puisque cet exercice de planification, il est très récent et il est encore en cours, tel qu'on peut l'apercevoir en Méditerranée. Donc vous voyez que la réalité de la Méditerranée française, c'est une surcharge d'usages en milieu côtier, voilà, des usages émergents qui se développent en proche côtier avec l'éolien offshore notamment, et puis finalement un grand vide dans cette plaine abaziale. Et donc, l'ensemble, donc comment en tant que pouvoir public on gère finalement tout ça? Eh bien, on le gère en étant capable de catégoriser finalement les usages et d'affirmer que s'ils peuvent tous se dérouler dans une même zone, on doit avoir des règles de coexistence pour assurer la pérennité de la multi-activité sur le long terme et dans le respect de l'environnement. Slide suivante. Je vous ai fait une extraction finalement de cette carte sur le golfe du Lion pour que vous voyez mieux comment on catégorise les usages. Donc, on considère que la multi-activité, elle se joue en France entre 4 grandes catégories d'usages. Des espaces à vocation environnementale, où la préservation de l'environnement est prioritaire, donc c'est tout le réseau d'aires marines protégées que vous voyez en vert, sans pour autant nier le fait que dans ces zones, on a des activités primaires et portuaires qui s'exercent, qui sont traditionnelles, qui sont historiquement présentes et qu'il faut préserver car elles produisent la ressource et elles assurent l'autonomie du territoire. On a également des activités en développement, donc c'est ce que vous voyez en pointillé violet, qui sont des activités qui se développent notamment depuis les années 50-60 avec le développement des loisirs nautiques, le tourisme, puis plus récemment le développement de la croisière. Et puis, en orange, des activités émergentes, c'est-à-dire des activités qui vont faire une concurrence de plus, finalement, sur le plan d'eau, mais que l'État soutient parce qu'elles participent à l'autonomie du territoire et au bien public dans son aspect général. Donc, vous voyez, par exemple, les 4 macrozones dans lesquelles l'État français estime que l'activité éolienne peut se développer à moindre perte pour les autres activités. Slide suivante, c'est cette multi-activité, une fois qu'on l'a posée finalement sur le papier, sur la carte, on n'a pas résolu le problème. Et pour résoudre le problème de la multi-activité, il est nécessaire que l'on édicte des règles d'interaction entre les espaces, de manière à ce que l'espace maritime reste un espace de sécurité et de bien public. Et donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma que je vous ai illustré. On a cette espèce de socle environnemental qui est prioritaire, qui n'est pas toujours compatible avec les autres usages, donc qui amènera à exclure certains usages dans des zones qu'il faudra préserver. Ensuite, viennent les activités primaires et portuaires qui priment sur les activités en développement. C'est-à-dire que si j'ai sur un même plan d'eau une concurrence entre la pêche et l'aquaculture et des activités récentes de plaisance, de location de jet ski, j'en sais rien, je donnerai le privilège à l'exercice de la pêche et de l'aquaculture parce que, pouvoir public, je considère que les activités primaires et portuaires sont plus importantes et historiquement implantées. Viennent donc les activités en développement, puis les activités émergentes. Et ces activités émergentes, elles suivent le même raisonnement, sauf que cette fois-ci, elles priment sur les activités en développement. Donc là encore, si je décide qu'il y a un parc éolien là, je demanderai à ce que la croisière, le transport maritime contourne le parc éolien, mais elles respectent les activités primaires et portuaires. Quand je fais un parc éolien et que je prive des pêcheurs d'une surface de pêche, je dédommage à hauteur de la perte les pêcheurs, ce que je ne fais pas avec les croisiéristes. Donc, c'est ces règles finalement d'interaction qui permettent de commencer tout juste, là maintenant, à penser la multi-activité et à l'accompagner dans des conditions de pérennité et de sécurité dans les années à venir. Mon dernier exemple, il sera celui de la planification de l'éolien. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante.
Et donc, il est coécrit avec François Virvial, qui fait partie des spectateurs, mais pas des conférenciers aujourd'hui, et qui est en charge de la planification de l'activité éolienne en Méditerranée. Donc, la question qu'on s'est posée tous les deux, c'est aujourd'hui, est-ce qu'une coactivité, elle est réellement possible dans une ferme éolienne? Donc, bien au sens où, sur l'emprise de ma ferme éolienne, et pas autour, est-ce que je peux faire autre chose? Donc, quand on planifie un parc éolien en France, comment on s'y prend? On délimite d'abord une zone qui va éviter un maximum les impacts environnementaux et préserver les fonds vulnérables. Si je reviens à ma typologie de tout à l'heure de catégorie d'usage, je respecte ma vocation environnementale prioritaire que je constate en Méditerranée. Donc, j'évite les canyons, j'évite les dunes sableuses, etc. J'édicte ensuite des règles de contournement pour le transport maritime et la plaisance. Ça, c'est mon impératif. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. On avait évoqué les deux premières catégories d'usage. La troisième catégorie, c'est en fait la plus intéressante et c'est celle-ci qui va réellement déterminer la multi-activité dans les parcs éoliens. C'est comment on intègre la planification de l'activité de pêche dans les parcs éoliens. La première étape, c'est qu'à partir du moment où on privilégie une activité de bien public par rapport à l'autre activité de bien public, mais tout de même commerciale, qu'est la pêche, on dédommage l'activité de pêche pour laquelle on prend un espace. Et puis, dans un second temps, donc prochaine diapo, on va envisager le multi-usage. Donc, ça fait écho à, si vous voulez bien passer la diapo suivante, ça fait écho à la présentation, la toute première présentation, c'est est-ce qu'on peut, quelles expérimentations on va pouvoir mettre en œuvre pour développer finalement le premier exemple de coactivité qu'on aurait en Méditerranée, donc dans une ferme éolienne. Pour l'éolien posé, on a des études de compatibilité avec l'activité de dragage de manière à potentiellement autoriser le chalutage dans un second temps. Puis on a des études de compatibilité avec l'aquaculture. Pour l'éolien flottant, les contraintes techniques ne sont pas les mêmes puisque l'éolienne n'est pas fixe. Donc on aura potentiellement de l'aquaculture, mais on rencontre en Méditerranée une acceptation difficile de la part des pêcheurs, justement parce qu'on privilégie la multi-activité d'une activité par rapport à une autre, et potentiellement de la pêche, mais on aurait une adaptation des techniques et des règles de sécurité à prévoir entre les lignes en faisant attention au raccordement. Donc ça m'amène sur la diapo suivante, s'il vous plaît, aux conclusions finalement qu'aujourd'hui, en tant que service de l'État et pouvoir public qui font de la planification, quelles conclusions on en tire? C'est que la multi-activité dans l'espace maritime français aujourd'hui, à mon sens, elle n'existe pas et elle nécessite un fort soutien des pouvoirs publics et surtout des grands efforts de concertation pour sortir donc de notre logique historique et légale en France qui est un espace égale une autorisation d'occupation égale une activité, sortir d'une autre logique qu'on rencontre finalement lors de la concertation avec les usagers, qui est que la mer, non, n'est plus un espace de liberté totale et y installer des usages prive en quelque sorte cette liberté d'usage qu'on pouvait connaître auparavant. Qu'on a un besoin fort de soutenir la recherche et l'innovation pour accompagner les métiers et les engins traditionnels, donc notamment de pêche et d'aquaculture, à se renouveler et à faire évoluer leurs modalités pour parvenir justement à la multi-activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à intégrer ces zones, par exemple ces zones éoliennes. Et ensuite, qu'il est nécessaire qu'on définisse une méthodologie opérationnelle d'évaluation des impacts cumulés, et je pourrais rajouter de capacité de charge des écosystèmes, car aujourd'hui, c'est finalement l'obstacle majeur auquel on se heurte, en tout cas en France, lorsqu'il s'agit de planifier. On n'est pas capable d'avoir une cartographie claire et qui oriente la décision.
de savoir plusieurs activités dans un même espace, quels sont réellement les impacts de chacune par rapport aux autres, et jusqu'où mon écosystème peut aller dans cette capacité de charge et dans cette multi-activité qui la renforce. Donc voilà les questions qu'on se pose encore et finalement les axes de travail qui pourraient être des axes de travail et de coopération sur ce soutien à la recherche et à l'innovation et sur ces approches méthodologiques. Et j'en ai terminé.